gouvernants gouvernent l'État, les technocrates gouvernent justement les gouvernants et la vanité les gouverne tous. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi 2 novembre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. C'est la première du genre de cette semaine, cette première édition dont nous allons vous souhaiter bon réveil au TEP, à toute l'Afrique, au TEP, à tout le monde entier. Bon réveil, surtout bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition de DBS Matin. Au cours de cette édition, comme en notre habitude, nous allons continuer justement à décrypter l'actualité. Et ce lundi, nous irons justement en Côte d'Ivoire voir ce qui s'est passé le 31 octobre dernier. On parlait justement d'élections présidentielles et de ce côté-là, au départ, on nous a fait croire qu'il y avait 7,5 millions d'électeurs. Plus tard, jusqu'à vendredi dernier, on parlait de 3,5 millions d'électeurs. Malheureusement, eh bien, il n'y a que 10% de ces électeurs qui sont allés justement aux urnes, soit à peu près 350 000 votants. Allez donc savoir ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire. On parle même de mascarade. Pendant ce temps, l'opposition demande tout simplement à Alassane Dramane Ouattara de rendre le tablier, car aujourd'hui, l'opposition veut et souhaite une transition civile. Nous y reviendrons en grande pompe justement au cours du débat. Mes deux combattants, mes deux guerriers sont là ce matin pour la revue de presse. Mangue Venasus, good morning and welcome. Good morning, Steve. Good morning to our viewers. This first day of the week, first day of the month, and this new day. It's not Steve, first day of the month, huh? The second day of the month. This is the second day of the month. Yes. It is the first day of the month for the month of November for DBS Matin. Bon, DBS Matin, vous avez raison, c'est la première édition du genre, justement, de ce mois de novembre. Steve, actually, before we came on air, I was watching at that sound day from they call it the ex-Malaya. Ex-Malaya, yes. Correct. And when I saw what happened with the lady who was there, I discovered that there are still girls who have morals, who have dignity. Because given to another girl, she would have given it to what the man was trying to do. And the girl was strong enough to say, no, go away. I still have some values. I still have some moral that I can preserve. Steve, that's what when I... Elles sont très nombreuses au Cameroun et surtout sur le continent africain à avoir justement cette morale, cette dignité de femme qui ne va pas à gauche et à droite, comme des abeilles pour chercher justement le nectar des fleurs. Allez savoir, vous avez passé un bon week-end? Steve, the weekend was quite good, quite relaxing, and as we are beginning a new day, Steve, permit me greet one man. He has been watching us all the way. He is here at Non Glacé, around Foyer Bangwa. They call him Paul. Paul Ngarba. Paul Ngarba is a commercial motorbike rider, and Paul told me over the weekend that he has been following us every morning. You know, it's like it is becoming a culture for him. When Paul gets up in the morning, he makes sure that he follows DBS Matin till 9 o'clock before he leaves. Given that he works late in the evening, so he doesn't leave the house so early in the morning. So he takes that as his morning, breakfast every morning. And I want to wish a happy beginning of the week to Paul Ngarba. He is at Non Glacé, around Foyer Bangwa here in Douala. Justement, c'est après Bonaluka, du côté de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas. Actually, around Elf, voilà. Going towards... On connaît bien sûr le quartier. Eh bien, si vous avez passé un bon week-end et que vous vous souvenez de Paul avec qui vous avez passé le week-end, c'est tant mieux. Pendant ce temps, Jackson Jock a eu un bon week-end. Oh, certainly. Il a mangé la bulle hier. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléregardeurs de ce matin. Je profite donc pour saluer ce matin ceux qui nous regardent du côté de la Cité des Palmiers. Vous allez comprendre pourquoi. Il se trouve qu'un monsieur qu'on appelle monsieur Ekwala, il se reconnaîtra justement à côté du stade Caïman, il faut bien le préciser. Il m'a donc interpellé hier compte tenu du travail que nous faisons tous les matins. Et puis ça s'est très bien passé. Pour tout vous dire, ça s'est très bien passé. Ils nous ont dit qu'ils nous suivent religieusement tous les matins. Et j'étais content de savoir que jusqu'au moindre détail, il a essayé de me préciser beaucoup de choses jusqu'au moindre détail. Et donc, nous sommes contents de savoir qu'il y a des gens comme ça qui nous suivent tous les matins et ils apprécient justement ce que nous faisons. Eh bien, merci à eux. J'espère seulement que vous avez passé un bon week-end. Oui, enfin, déjà, avec le commentaire que vous nous avez fait tout de suite là, ça va. Bon, on vous comprend parfaitement. Occasion également pour moi de dire bonjour à un nouveau fan club qui s'est créé du côté de Niala Parizeau. Ils m'ont invité vendredi dernier avec Papa Massamblek, qui est un fidèle téléspectateur. Il y a Andrews, il y a Tango, il y a Sylvain. Il y a d'ailleurs Hervé Emmanuel Yetna également qui est de ce côté-là. Ils m'ont dit de leur dire bonjour. Je leur dis bonjour d'ailleurs ce matin. Et surtout,
bon début de semaine à toutes et à tous, vous qui nous suivez d'ailleurs tous les matins dans tous les coins et les recoins du Cameroun et sans oublier dans tous les recoins et les coins de l'Afrique et sans oublier du monde. Tout de suite et maintenant, voici la revue de presse, la première partie en langue anglaise. Monday, the second day of the month of November 2020, we begin the new month, the new week, and a new day of press review with the Guardian Post newspaper on page 3 in politics, telling us about the ugly twist in tussle over Kumba City top job as Nkelengo heads to court and wants the cancellation of Gregory Muwano's victory on grounds that he is an ex-convict, he is a foreigner, and the paper says Nkelengo has opened a can of worms that may also see the cancellation of election in the CPDM Kumba 1 Council. We take on page 4, the paper tells us that the UN Varsity study reveals confederation and consociation as a solution to the ongoing Anglophone crisis. The Star newspaper has their focus in sports about the 2020 Chan asking if CAF's last visit will be Cameroon's last laugh as government present state of readiness, and the paper wonders if it is a new hope for hospitality industry in Cameroon. Then the paper informs us that there has been mass exodus from Kumba after the massacre of students recently. In that same line, the Eden newspaper says international rights groups want UN intervention after the macabre Kumba killings. On page 6, the paper tells us that the parent of the Kumba carnage have revealed that he dedicates his son to the fight for peace and justice in the ongoing crisis in the northwest and southwest regions and Cameroon in particular. And still in Kumba, but now in politics, the Eden newspaper, looking at new twist in Kumba City mayorship race, says the loser Ngo Nkele drags winner Muwano to court. Then the Voice newspaper informs us that a new survey published by Coalition for Dialogue, as the Voice newspaper says, reveals that Southern Cameroons prefer autonomy, as we read on page 3 of the Voice newspaper. Then the paper tells us that SDF's emblematic chairman, Frundi, returns to embattled Cameroon. We take the Media newspaper also in politics on page 5, telling us that after losing Kumba City top job, embattled Nkelengo heads to court, claiming that Muwano is a convict and cannot be eligible for election to public office, hinting that Muwano bought Minister Paul Tazong's conscience with 60 million francs CFA. And on this sad note, the paper says on page 3 that Bia's elder sister dies at the age of 102 in Yaoundé. The Post newspaper, after national mourning and outpouring, thinks that it is time to end the war in the two English regions of the northwest and southwest regions. We take Cam1 Post newspaper that comes back to inform us that the Yubi Bulu village land saga goes deadly as dreaded Bakweri Juju buries charm on disputed land. Then on page 3, Cam1 Post newspaper tells us that the woman who interrupted Atanganji's sermon in Kumba is not missing. Then on page 2, we read that Frundi returns home from US and the SDF mourns Mbandam, Sama Francis, Balek Awa, and Mosele and others. Then Cameroon Tribune on pages 2 to 6 comes back to the National Mourning Day last October 31st as the entire nation prayed for the students killed in Kumba, bringing out all forms of manifestations that were carried out on that day to denounce the act that was committed on October 24th, 2020 in Kumba. Then on page 15, the paper talks to us about the goodwill gestures of Serak in the East region after training rural women of the Lom and Jerem division on mushroom production. The Humanitarian Association of the First Lady yesterday offered diverse gifts to rural women and youth of Diang locality.
L'Economy newspaper on page 3 says Cameroon is on a search for a European market as since 5 years exportation towards European Union has not ceased to increase. Then out of Cameroon we begin in East Africa with the Daily Monitor newspaper telling us that Ivory Coast ruling RHDP party has warned opposition leaders against any attempt to destabilize the country after they rejected a weekend election and called for a transition from President Alassane Ouattara's government. The Nation newspaper in Kenya talks of National Assembly Speaker Justin Muturi, who has thwarted an attempt by the Kenyan National Union of Teachers to use parliament to settle its perennial dispute with the teachers' employers. The Herald newspaper in Zimbabwe says a comprehensive investigation into the gold smuggling case involving Henrietta Roshwaya, who was arrested while trying to leave the country last week, have revealed that a former state security agent lied to police officer that the gold belonged to First Lady Auxilia Mnangagwa in order to obstruct or defeat the course of justice. And the paper says First Lady distances herself from the issue. The New Times newspaper in Rwanda looks at safety precautions to adhere to as students return to school after about 8 months of no operation due to COVID-19 pandemic. And the paper asks if it is now safe to reopen. In Nigeria, the Vanguard newspaper notes that it was a tragic weekend in Ondo, Delta, and Lagos states as no fewer than 33 lives were lost to motor accident and mysterious death in the 3 states. In South Africa, the Sowetan Live newspaper reports that the bodyguard of fugitive multimillionaire trucking tycoon Sam Mshengu Shabalala has fingered the flamboyant businessman as the brain behind the murder of Nkosinathi in Congo, who was his friend and manager at his Sam Holdings company. We take papers out of Africa with the Times of India that tells us COVID-19 cases continue to fall for the 7th straight week in the country, but with a lower rate of decline. And the paper says a 12% drop in new cases was recorded in the week, ending on Sunday as opposed to a 16% decline in the previous week. We end with the Times newspaper in Britain that says ministers are warning that lockdown could ease to next year, but say restrictions would be relaxed for Christmas amid Tory backlash. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this first day of the week. De belles informations d'ailleurs traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise et surtout africaine au cours de cette matinée du lundi 2 novembre dans le de grâce 2020. Nous allons retenir d'ailleurs la grande une de Eden ce matin qui nous dit qu'après, il faut le dire, le macabre assassinat du côté de Kumba, eh bien aujourd'hui de groupes en tout cas de internationaux, internationaux de droit, oui. En tout cas, veulent aujourd'hui une intervention des Nations Unies du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pendant ce temps de stars s'interroge également ce matin Chan 2021, pas Chan 2020 comme c'était écrit d'ailleurs. Dernière visite de la CAF, dernier rire du Cameroun, je pense que c'est le thème. Actually, c'est le dernier rire du Cameroun. Where is the last laugh for Cameroun? Je pense quand même qu'ils ont été satisfaits, il faut le dire. From every indication, justement. Voilà. Justement, ils étaient très contents d'ailleurs de toutes les installations camerounaises pour accueillir justement le Chan et sans oublier bien sûr la CAN. Et puis on va également retenir la grande une de Médiane ce matin qui nous prend après avoir perdu le poste de chef de file de la ville de Kumba. Nkelingo s'est affronté face au tribunal ce week-end. En tout cas, ces informations, nous aurons l'occasion d'en parler dans un instant. Le temps pour nous de prendre les journaux et quotidiens dans la langue française avec Jackson Jock ce matin. Commençons par Cameroun Tribune qui évoque le deuil national qui a eu lieu samedi dernier, Kumba Forever. L'ensemble de la nation a donc communié dans la prière, le recueillement ou d'autres types de manifestations samedi à l'occasion de la journée décrétée par le président de la République Paul Biya. Lire dans le journal Les Échos dans les 10 régions, mais également la suite des réactions de condamnation de la tuerie lâche du 24 octobre dernier.
Le journal Le Soir nous fait savoir que c'est le MINDEF qui a présidé la mise en berne du drapeau dans le cadre du deuil national et justement concernant ces massacres de Koumba. Ce drame de Koumba a donc créé un ras-le-bol des enseignants, indique le quotidien Le Jour. En effet, selon le journal, 18 syndicats appellent à porter le noir cette semaine. Le quotidien Le Messager présente le cauchemar des déplacés du Nozo dans le Mbankim, contraints de se contenter d'un seul repas tous les jours, en tout cas tous les 2 jours. Ils peinent aussi à trouver un logement décent, nous fait savoir le journal. Un autre journal, c'est celui de La Voix du Centre, le journal de la francophilie qui évoque Mila Souté, tombé en disgrâce pour avoir créé un courant au sein du parti au pouvoir et plus tard pour être entré dans l'opposition. Ce politicien madré s'est exilé. Plus que jamais, il songe à revenir, nous fait savoir le journal. Communes et villes unies du Cameroun, le quotidien Mutation évoque le tiercé de mardi en posant justement la question de savoir qui de ces 3 candidats sera élu demain à la tête du bureau exécutif des communes et villes unies du Cameroun. Le quotidien de l'économie évoque la balance commercial avec le Cameroun à la conquête du marché européen. Selon le journal, depuis près de 5 ans, les exportations du pays vers l'Union européenne ne cessent de croître. Relais d'Afrique est également en kiosque ce matin, évoque cette menace de grève à Kamwata et les contours du complot. Selon le journal, échaudé par la perte des avantages longtemps acquis en dehors des prescriptions réglementaires, certains syndicalistes aveuglés par le goût de lucre et manipulés par un administrateur font feu de tout bois justement pour avoir à tout prix et par tous les prix la tête du DG. Dans le journal, comprendre les contours de la grève annoncée et le choix de la date du 6 novembre, c'est-à-dire donc dans le journal Relais d'Afrique, édition de ce jour. La même information est traitée par le journal Repère Kamwata, la guerre des lobbies, recrutement de 50 cadres, menace de grève, nous dit le journal. Le Financier d'Afrique, quant à lui, évoque l'Afrique centrale, 514 milliards de francs CFA de fonds Covid-19 à 4 pays de la CEMAC. Dans ce soutien du FMI, le Cameroun obtient 882 millions de dollars, le Gabon 999 millions de dollars, le Tchad 183,5 millions de dollars et la RCA 38 millions de dollars. Tout de suite le Gabon avec le journal L'Union qui titre le test de la Toussaint. La réouverture donc des lieux de culte hier selon le calendrier arrêté par le gouvernement a quasiment concédé avec la célébration de la Toussaint, l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. L'occasion justement d'évaluer à l'aune des mesures de protection contre la propagation du Covid-19 l'attitude et le comportement des officiants comme des fidèles. Tous finalement ont dû s'adapter. Au Congo, les dépêches de Brazzaville évoquent les éliminatoires CAN 2022, 27 Diables Rouges pour la double confrontation contre les Swatini. Le sélectionneur de l'équipe nationale des Diables Rouges, Valdo Candido, a donc rendu public la liste des joueurs locaux et internationaux sélectionnés pour la double confrontation du 12 et 16 novembre prochain. En R de Congo, le courrier de Kinshasa évoque le budget 2021, une régression des recettes de 23% par rapport au budget initial 2020. Selon le journal, le Premier ministre vient de déposer officiellement au bureau de l'Assemblée nationale les projections de son gouvernement pour l'exercice prochain. Direction la France avec le journal Le Figaro qui évoque Samuel Paty, hommage sous haute tension dans les écoles. Les élèves qui reprennent donc ce lundi le chemin des classes alors que le pays est donc confronté à une vague d'attentats islamistes. Les enseignants devront rendre hommage à leurs collègues décapités. Un exercice pour le journal délicat. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui titre
coup pour coup avec en Ligue 1 Lille qui a donc fait un but partout contre Lyon après avoir ouvert justement le score. Le LOSC a été rejoint avant la fin d'une première mi-temps de qualité, nous fait savoir le journal. Voilà Steve, quelques journaux à notre possession ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. De très belles informations d'ailleurs ce matin. On va retenir également la grande une de Repères ce matin, de Repères qui nous parle de recrutement de 50 cadres, menaces de grève et bien d'autres choses encore. Kamwata, la guerre des lobbies. C'est justement la grande une. Relais d'Afrique parle d'ailleurs de menaces de grève à Kamwata, les contours du complot. Pendant ce temps, l'avenir autre quotidien camerounais nous parle de Kamwata, les dessous d'une menace de grève. On en parle d'ailleurs depuis la semaine dernière. C'est prévu pour le 6 novembre prochain, date de l'accession au pouvoir du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Allez savoir justement pourquoi est-ce que de ce côté-là, les syndicats ont choisi justement de faire grève justement ce 6 novembre prochain. Messieurs, revenons justement aux informations qui nous intéressent ce matin. Commençons déjà par de Post qui nous fait comprendre qu'après le deuil, journée de deuil national, le 31 octobre dernier, eh bien après les pleurs et tout ce qui va aller, eh bien l'heure est justement to end the war, Steve. Justement, il faut que la guerre s'arrête. Actually, Steve, that is just simple logic that when you follow what is happening, if we don't end the war, then we may be prepared, or we should be prepared for other national mourning days, because as long as the war continues, there are every indication that we would be moving to such kind of ugly incidents that like we had in Kumba, like we had in Garbu, like we had in other parts of the country. So I think that the best thing that we should do in order to avoid such future cases, such future ugly cases, is that we should end the war. And ending the war is to make sure that the Northwest and Southwest lives in the situation, maybe the period that they lived between before 2016, when home was still home, still. Et pendant ce temps, il y a des groupes de droits de l'homme qui ont déclaré au fort que bon, ils veulent l'intervention des Nations Unies dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. That is what what the Eden newspaper is trying to tell us is that this international rights groups, they want the United Nations to intervene in trying to find out what happened in Kumba particularly, because they think that it should not be a case that should be allowed to, maybe only to the security officers to investigate what is happening, but that the international, that UN should come in to find out who is responsible for the killings in Kumba. Because Steve, we were saying the other time that this other killing is one too many that, has touched everybody, and everybody wants to find out what actually happened. Moi, je vous dis toujours tous les jours, j'ai souvent du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut aller se plaindre chez son bourreau quand on sait pertinemment que les personnes qui sont derrière cette crise anglophone sont justement dans les hôtels feutrés de ces grands pays, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, la France, Bruxelles, enfin la Belgique, la Suisse et bien d'autres pays comme l'Allemagne, et personne, bien sûr, ne dit le contraire. Et ces mêmes personnes ne peuvent pas dire à ces gars, rentrez chez vous, il faut que vous soyez jugés. Pourquoi ne les arrête-t-il pas, puisque nous avons des relations d'amitié? Steve, that is the worry where everybody is asking that if we are really looking at ways to end this crisis, and if the international community is serious that they want us to end this crisis, they should start by ending the crisis from there, Nous aussi, nous devons justement rompre, il faut le dire quand même, ces relations. Il faut rompre quand même ces relations avec ces pays, parce que c'est de l'hypocrisie. Disons que on peut voir que c'est de l'hypocrisie, mais il faut toujours savoir, comme ce que vous évoquez tous les jours, que justement les pays amis, on n'a pas. En diplomatie, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Il y a justement. Il y a juste des intérêts. Des intérêts. Et donc, je crois que s'ils n'ont pas intérêt à rapatrier ces gens-là, je ne vois pas pourquoi ils vont les rapatrier. Maintenant, moi, je pense qu'après l'émotion, maintenant, il faut la réflexion sur la question de Kumba, parce que Kumba amène les gens aujourd'hui à bien réfléchir sur la crise. Moi, je suivais beaucoup de choses qui se sont passées hier sur plusieurs différents plateaux, et non, on essaye aussi de voir ce qu'il faut, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la solution quelque part qu'on peut aller décrocher et puis donner, mais nous tous, nous donnons des solutions. Je pense qu'il y a quelque chose que j'avais lu quelque part, on appelle ça la pyramide de Maslow. Et ceux qui font justement la gouvernance publique en savent quelque chose. Et sur le premier palier de cette pyramide, il y a ce qu'on appelle la considération. Vous savez, il y a certaines choses qui tiennent ici chez nous simplement parce que il n'y a pas. Ça tient sur la considération. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Vous avez vu le grand dialogue national. Mais
il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de crier que non, le dialogue ne s'est pas bien passé. Vous savez pourquoi? Ils savent pertinemment que ça s'est bien passé, mais parce qu'ils n'ont pas été invités. Donc, parfois, le problème, les gens peuvent se radicaliser pour un rien. C'est-à-dire sur la considération. Vous savez, les gens, par exemple, nous, on a fréquenté avec les anglophones. Lorsqu'ils veulent prendre la parole, il y a ceux qui peuvent dire, nous, on ne comprend pas ce que vous dites. Ça frustre. Et puis, je vous dis, sur des détails comme ça, parfois, c'est pas difficile. Simplement, les gens veulent un peu de la considération. Ensuite, autre chose, c'est justement ce qu'on appelle les élections régionales qui vont se passer. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. C'est ça, alors, c'est là, en ce moment, qu'il y aura la transformation de l'État. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y aura le conseil régionaux, maintenant, ces conseils vont s'occuper, par exemple, des écoles secondaires. En ce moment, le ministre va faire quoi? Donc, ça va créer un changement. Donc, si je vous parle, je vous prends souvent le cas de l'école pour vous dire que les établissements secondaires vont être dirigés par les conseils régionaux, par le conseil régional. Donc, en réalité, c'est une transformation. Pas et dirigé, ajouter mais à cela, contrôler, oui, justement. Oui. Quand on ajoute donc à cela ce qu'on appelle le statut spécial, on voit que, justement, on va vers peut-être, justement, la solution. Et donc, il faut que ces deux éléments que je viens d'indiquer, on peut s'appuyer justement sur ces éléments pour essayer... Même si on se retrouve quand même dans pas mal de problèmes avec ces conseillers régionaux, ces présidents de région. On a également le cas, par exemple, de Kelingor, qui, jusqu'à preuve de contraire, persiste. S'il y avait la dernière énergie... Steve, actually... Oui, c'est pas moi qui ai écrit le journal, hein. Je prends du télévision de confrère. About 3 or 4 English papers have treated this issue of Nkelengo this morning, and I was asking myself, where are we leading to? You know, Nkelengo was the former government delegate to Kumba City Council. Oui. When he was changed le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kumba, il faut bien le préciser. On appelait ça Kumba City Council. Bon, maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui à être président de la région. After being elected, and it went to court, and it was found that no, there were some irregularities, and the elections were rescheduled. And the elections took place. It is now that Nkelengo is coming out to tell us that Greg Miwano was an ex-convict, that Greg Miwano is a foreigner, that Greg Miwano bought the conscience of Minister Paul Tasson with over 60 million francs CFA. According to what papers are telling us this morning, and Steve, we tend to find out... Il y a déjà un problème d'argent là-dedans. Of course, that's what the papers, what some of the papers are telling us, that he bought the conscience of Minister Paul Tasson for 60 million so that he should come back to... to the city. Pas 16, hein, c'est 60. 60 millions. Ouais, il faut que non, je le dis pour mes téléspectateurs et pas pour moi. On n'a pas dit 16 millions. My worry was that when the case was brought before the administrative court, why didn't Nkelengo not come out with all this with all these points? It is now that he was defeated because he went into elections with on the 22nd of September. He went into elections with Greg Miwano, and Greg won him. When Greg won him, now he is coming up with all these issues. So I think that it is high time we should be serious at least in this country. Because it's en tout cas, pour notre ami et frère Jackson Jockey, il est optimiste. Yes. Il se dit quelque part quand même qu'avec justement l'arrivée de ces conseillers régionaux et sans oublier le président de région, il y a certaines choses qui vont changer. Même si je suis un peu sceptique parce que depuis qu'on parle de décentralisation, avec les maires et les préfets et les sous-préfets, c'est justement une guerre sans fin. Oui, il y a une guerre sans fin. Et maintenant, vous avez fait bien d'évoquer cela. Il y a des problèmes au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas, parce que les gens savent pertinemment qu'ils n'auront plus d'autres pouvoirs. C'est-à-dire qu'on va leur retirer une parcelle de pouvoir. Et c'est ça qui crée donc... Il y a une chose que vous devez savoir également, le préfet, le sous-préfet resteront seulement comme contrôleurs. Absolument. La gestion, c'est tout. Voilà donc ce qui crée des goulots d'étranglement. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas que ça évolue. Parce qu'ils savent pertinemment ce qui est dans le fond. Ils vont perdre le pouvoir. Donc, ils veulent rester justement dans ce que nous appelions ici l'endocolonal, rester dans le commandement, et donc, être justement les maîtres du monde. Et comme Mangué Venantius aime souvent le dire, il s'appelle chef de terre. Absolument. Maintenant, parce que vous savez que ça a quand même mis 26 ans. Oui. Et donc, ils savent pertinemment. C'est là où on peut parler de l'indolence du chef de l'État. Parce qu'ils savent pertinemment que ça n'a pas été implémenté, ça fait 26 ans. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire à mesures spéciales, il faut également faire des choses spéciales aussi. C'est-à-dire prendre d'autres mécanismes pour que
on accélère, parce que c'est le moment de l'accélération. Il faut accélérer ça. Messieurs, c'était notre second sujet, hein, sauf si vous voulez rester encore là-dessus. On passe rapidement. Just a bit, Steve, when we talk about the special status of the Northwest and Southwest region, unless about this decentralization issue, I still find it difficult to understand what is special about the status of the... Le statut spécial, c'est qu'ils vont gérer justement leur région. Ils vont la gérer comme ils pourront. Je vous prends par exemple le cas de la Sonara. Ils auront justement une belle mainmise, en tout cas de ce côté-là. Ils pourront dire par exemple, nous voulons avoir peut-être 20% des revenus chaque année, pour que l'argent n'aille pas justement jusqu'à Yaoundé. And other regional delegates or delegations. Mais c'est justement de là qu'on va. On est en train d'aller petit à petit. So would be a special status for all the regions, or what is special about the Northwest and Southwest? I don't get it. Maybe statut spécial. Bon, c'est une belle interrogation. Yes, because I don't know what is special about that status. En fait, nous sommes en train de présenter les avantages des conseillers régionaux. Yes. Maintenant, on dit aussi que dans ces deux régions en crise, le nord-ouest et le sud-ouest, il y a également un statut spécial. Et donc, mais jusqu'à présent, on ne sait pas encore ce qu'on met dans statut spécial. Et donc, il faut déjà savoir que déjà au niveau des conseillers régionaux, il y a des avantages. Et donc, si on ajoute à cela ce statut spécial, je crois qu'il y a encore d'autres avantages. C'est ce que je viens de vous comprendre. We believe that the Ministry of Decentralization and Local Development will unveil what will be special about this. Moi, je vous poserai juste la question en ce moment-là, que devient le gouvernement central? Steve, all these are anyway. Bon, j'espère seulement que tout a été prévu. Messieurs, revenons pour sortir rapidement en parlant du sport. Ce matin, on parle du CHAN 2021. Eh bien, la dernière visite de la CAF a fait plaisir aux Camerounais. Eh bien, pour nos confrères du quotidien de Star, s'interroge, est-ce le dernier sourire, alors le dernier rire du Cameroun? I think so, at least for once. Let us be happy that at least we are looking forward to hosting this international competition. Ben, j'ai suivi le président de cette, il faut le dire, de cette commission, c'est lors d'une vidéo, lors de cette commission, justement, Anthony Bafoué, comme vous avez besoin de le dire d'ailleurs, il était tellement satisfait, il a dit, vous faites honneur à l'Afrique, et j'ai trouvé ça extraordinaire aussi. Bon, quand c'est beau, applaudissons. Quand c'est beau, disons que c'est beau. Arrêtons souvent de dire toujours, il y a encore plein de choses à faire. Oui, actuellement. Et évidemment, ce qu'il faut maintenant souligner, il faut faire maintenant la différence entre le CHAN qui va se jouer, parce que et la CAN qui va se jouer également. Parce que pour les infrastructures du CHAN, c'est déjà prêt et tout ça. Mais maintenant, il y avait certains travaux qu'il fallait faire certains raccords qui ont déjà été faits. Par exemple, je vous parlais la dernière fois sur l'électricité et puis... Non, je pense quand même que tout a été fait. Ça a été réglé. Ça a été réglé. Maintenant, pour la CAN, il y a encore d'autres choses à régler. Par exemple, les routes qu'il va falloir justement... Vous savez quand même qu'on demande juste 4 stades, non, de compétition. Il y a plus que ça. Oui, il y en a. Pour les stades, tout a été... bon, tout a été fait. Mais je dis qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, absolument. Les Camerounais aiment la bonne fête. Ils aiment organiser une belle fête. Et je pense qu'ils auront justement une très belle fête dans les jours à venir. Une belle occasion. Il ne faut pas également oublier que du côté d'Amadou Aïdio, du côté de Yaoundé, hier, il y avait justement Coton Sport de Garoua contre Panthère de Baganté sur le stade de Fandena. C'était pas mal du tout. Pas mal du tout. Et je vous rassure que le match a commencé à 18h. Oui. Donc ça veut dire que c'était presque une... Vous n'avez pas vu les lampadaires, tout était nickel. Absolument. Donc on était comme si on était en plein jour. Absolument. C'était justement un match nocturne. C'était un essai et je pense que c'était un très bel essai. Messieurs, je dois vous dire merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse commentée. Plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition, en espérant bien sûr que vous serez en grande forme, malgré qu'il pleuve également, toujours dans la ville. J'espère qu'il ne pleuvra pas dans votre cœur. Non, for that one, we are there. Ok, d'accord. J'espère que c'est le cas également pour vous. C'est le cas, naturellement. J'espère qu'il ne pleuvra pas également dans vos cœurs. Mais je vais vous souhaiter de passer une bonne journée. Je vous en prie. Surtout, bon début de semaine. Same to you, Steve. Thank you very much. Le temps pour moi justement d'entrer avec cette seconde chanson Espoir 2000, trop c'est trop, pour justement faire un clin d'œil du côté de la Côte d'Ivoire où il y a eu élection le 31 octobre dernier. Eh bien au départ, comme je vous le disais tantôt, eh bien il y avait 7,5 millions d'inscrits sur la liste électorale. Vers la fin, on nous a dit qu'il y avait que 3 500 000. Eh bien samedi, c'était justement on va le dire comme ça, l'élection présidentielle.
eh bien, on parle de 10% de participation à cette élection présidentielle. Alors, si vous prenez 3 500 000 personnes qui étaient inscrites sur la liste électorale et qu'on a parlé de 10% seulement, ça fait 350 000 personnes qui étaient justement... C'est ça, 350 000, c'est ça? J'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres. Oui, pour justement élire un président de la République, parce qu'il faut préciser par ailleurs que l'opposition a boycotté cette élection présidentielle. Eh bien, les grandes chaînes occidentales qui aiment Alassane Dramane Ouattara nous ont montré souvent des bribes d'images. Allez savoir justement pourquoi. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. On parle justement de la Côte d'Ivoire ce matin. Côte d'Ivoire, élection présidentielle, scrutin marqué par le boycott de l'opposition et des tensions dans tout le pays. Taux de participation 10%, c'est notre grande interrogation de ce lundi 2 novembre de l'an de grâce 2020. Eh bien, mes invités commencent à arriver, malgré, il faut le dire, la pluie dans la ville. Patrick Sapak, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn Ghost, bonjour à mes co-consultants et frères ce matin, ce lundi matin, parce que nous sommes en train d'aller justement dans une semaine qui va être très décisive parce que, vous venez de le dire, on va rentrer de fond en comble dans ce qui est communément appelé l'imposture sur le plan électoral dans ce pays de 322 462 km² avec 25 millions d'habitants. Et quand je dis il y a ça, vous comprenez très bien que dans les statistiques tout à l'heure, il va falloir décliner l'absence de pouvoir qui est consacrée en Côte d'Ivoire ce matin, mais depuis dimanche, parce que là-bas, il y a un ogre qui a quitté le pouvoir. Il va falloir l'attester ce matin à travers l'analyse. Et ce sera toujours un plaisir de croiser le verbe avec tout le monde. Je n'ai pas oublié de dire bonjour à tous ces techniciens dont le doigté exceptionnel nous permettra encore d'être présents dans les bouches, les oreilles et les yeux des Africains ce matin. Et merci de m'accueillir encore, Steve Jocelyn. On va également oublier que vous êtes venu avec un t-shirt à l'effigie de Ernesto Guevara de la Serna, dit Che Guevara. C'est clair. Voilà. J'espère qu'on n'est pas communiste. Hein? Non, pas du Alors, tout. Ils ont déclaré une fois qu'ils étaient communistes. Mais c'est bon, les bandits internationaux qui ont déclaré cela. Edmond Kiaté, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour aux copanélistes, bonjour aux téléspectateurs, merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin. C'est toujours un Vous avez dû vous réveiller très tôt. Ah oui. Accompagner les enfants à l'école et être là ce matin. Et puis, disons qu'il n'y avait pas trop de bouchons ce matin. À cause de la pluie aussi. Donc voilà, donc j'ai dû braver très rapidement la pluie et je suis là. Merci d'être là ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-consultants, je salue, n'est-ce pas, toute la matinale de Didier, je parle notamment aux techniciens. Je salue surtout ces jolies dames qui se cachent derrière, n'est-ce pas, de l'autre côté. Je les salue personnellement. Il y en a qui vont se reconnaître. Je salue, n'est-ce pas, l'Afrique, je salue le Cameroun, je salue le monde. Mon coup de gueule ce matin, bien évidemment, pourquoi les Camerounais aiment l'indignation sélective? C'est un questionnement. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons eu organisé des plateaux tout récemment relativement aux résultats uniques de l'ENAM. Alors, depuis un certain temps, le football camerounais est devenu un foutoir. Et personne n'en parle. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce foutoir qui est organisé de ce côté-là, surtout à la veille de grands événements tels que le CHAN et la CAN 2021. C'est quoi le projet? La question reste ouverte. La question reste justement ouverte. Messieurs, on s'intéresse à la Côte d'Ivoire ce matin. Je sais qu'au cours de ce week-end, vous n'avez pas raté une seule miette de toutes les informations qui venaient de la Côte d'Ivoire. On a d'ailleurs de nombreux, il faut le dire comme ça, nombreux confrères de ce côté-là, comme Joseph Titi Niawa, qui est le directeur de publication du journal Aujourd'hui, quotidien qui paraît d'ailleurs quotidien de la vague bleue. On a également Augustin Couillot, également directeur de publication du journal Notre Voix, qui lui également est de ce côté-là. Toujours un quotidien de la vague bleue qui nous font comprendre que de ce côté-là, eh bien, on ne peut pas réellement parler d'élection présidentielle, puisque si ce n'est que 10% de ces électeurs qui ont participé, ça ne fait que 300 à 300 000 personnes qui étaient justement aux urnes. Allez savoir justement pourquoi. D'ailleurs, vous m'avez donné les chiffres hier, Albert Anatola ici. Le temps pour nous, mesdames, messieurs, d'entrer dans le débat.
Messieurs, pour entrer dans le vif du sujet ce matin, les bureaux de vote n'étaient toujours pas ouverts. 3 heures après le début de vote pour l'élection présidentielle à Daoukro et surtout à Bongouanou, fief de l'opposition, où des jeunes ont érigé des barricades sur toutes les voies publiques. À Benanou, village près de Daoukro, à quelques encablures de la résidence d'Henri Konan Bédié, un gros tronc d'arbre barrait la chaussée menant jusqu'à la ville voisine Bokanda, distante de 70 km. À la mi-journée, eh bien, il y avait encore 2 problèmes de ce côté-là et personne n'allait encore vers les bureaux de vote. Selon des membres locaux du RHDP et du FPI, le vote n'a pas eu lieu à Bongouanou, fief du candidat de l'opposition, Pascal Afinguessan, en raison du blocage du matériel sur les routes. Certains bureaux ont ouvert, mais sans bulletin de vote, parce qu'il faut le préciser, plusieurs jeunes ont pris d'assaut. Eh bien, il faut le dire comme ça, le matériel de vote et l'ont brûlé en pleine chaussée. Allez savoir justement ce qui s'est passé. Les quelques 7,5 millions d'électeurs ivoiriens sur 25 millions d'habitants ont le choix, ou alors ont eu le choix, entre 4 candidats. Le président Alassane Dramane Ouattara, âgé de 78 ans, l'outsider Kouadio Konan Bertin, 51 ans, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans, chef du principal parti de l'opposition, et Pascal Afinguessan, 67 ans, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo. Rappelons que ces 2 derniers ne se sont pas formellement retirés, mais on sait pertinemment qu'ils ont décidé, eh bien, en appelant à un boycott actif du processus électoral. Dans le quartier de Blockhouse à Abidjan, des heurts ont eu lieu entre manifestants et surtout forces de l'ordre. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, qui veut briguer un 3e mandat controversé lors de la présidentielle de ce samedi, a appelé ses opposants à renoncer à la désobéissance civile dans une déclaration faite à sa sortie de son bureau de vote à Abidjan. Il déclare, je cite, « J'en appelle à ceux qui ont l'ancien mot d'ordre de désobéissance civile qui a conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Je dis aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Il s'agit de leur avenir, a affirmé Alassane Dramane Ouattara, qui a voté à 11h30 au lycée Saint-Marie dans le quartier chic de Cocody. Ce coup d'état électoral a été un échec. En tout cas, le peuple ivoirien a réussi à faire échec à cette élection, a affirmé Pascal Afinguessan, lui-même candidat, entouré de plusieurs cadres de l'opposition à la résidence de l'ancien président Henri Konan Bédié, également candidat. L'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, dont la candidature à la présidentielle de samedi en Côte d'Ivoire a été invalidée, a affirmé ne plus reconnaître Alassane Dramane Ouattara comme président du pays et a appelé à œuvrer à son départ le plus tôt possible. D'ailleurs, une réponse lui a été donnée par ceux-là même qui ont déclaré haut et fort qu'ils ne voulaient pas d'élection. Henri Konan Bédié et Pascal Afinguessan, eux également ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient plus depuis le 31 octobre dernier Alassane Dramane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Messieurs, je sais que vous le savez. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes et les dépouillements sont toujours en cours ce lundi matin. Dans les bureaux auxquels, eh bien, on pouvait d'ailleurs voir pas mal de choses. Eh bien, pire, eh bien, il faut le dire, il n'y a même pas eu accès. D'ailleurs, vendredi dernier, nous vous le disions sur ce plateau. Au départ, il y avait près de 22 000 bureaux de vote. Jusqu'à samedi, on nous faisait comprendre qu'il n'y aurait que 10 000 bureaux de vote ouverts. Mais je vous rappelle, mesdames, messieurs, d'après nos amis, il faut le dire, nos confrères de ce côté-là, il n'y a même pas eu 3 000 bureaux de vote ouverts. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire le 31 octobre dernier? Eh bien, nous voulons justement commencer à décrypter cette actualité. Je me tourne vers vous, Patrick Sapak. Les opposants Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, sans oublier Pascal Afinguessan, déclarent haut et fort que depuis le 31 octobre, ils ne reconnaissent plus Alassane Dramane Ouattara comme le président de la République. Exactement, ils ont absolument raison. Vous venez de décliner vous-même les chiffres, 3 000 bureaux de vote ouverts, alors qu'on était parti sur un chiffre initial de 22 000 bureaux de vote. Alors, parce que ça a été très compliqué justement de faire cette histoire-là dans le déploiement sur toute l'étendue du territoire ivoirien, on a dû revenir à 10 000 bureaux de vote où on espérait que ces 7 millions, un peu plus de 7 millions d'électeurs iraient
voté dans une masse qui a été définie de manière unilatérale, parce que vous savez que le code électoral, qui doit être la boussole devant guider la transparence et la crédibilité des processus électoraux dans un pays, doit bénéficier de la légitimation de toutes les composantes sociologiques du pays, notamment les trois plus essentiels que sont l'opposition, le pouvoir et la société civile. Mais ça s'est passé là-bas de manière unilatérale, et bien évidemment, puisque les aspects juridiques, politiques et techniques qui devaient fiabiliser ce processus n'avaient pas été ramassés, parce qu'on a un ordre qui veut absolument rester là, eh bien, on est parti à 3000 bureaux de vote ouverts encore, qu'on avait préparé 35 000 hommes armés au Kalachnikov, justement pour faire ce qu'ils ont appelé là-bas le barrissement de l'éléphant, pour contrer ceux qui allaient oser balader la lumière de leur raison dans les obscurités sacrées du système Ouattara et les bandits internationaux. Et donc, vous comprenez très bien qu'il y a eu cette frilosité, maintenant poussée en cela par l'appel de tous ces leaders-là, ceux qui ont candidaté et ceux même qui n'ont pas été justement qualifiés pour aller dans cette compétition électorale. Et bien, le peuple est resté pour montrer à Alassane Dramane Ouattara que finalement, il va falloir consacrer la justesse du fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a vacance de pouvoir. Et donc, qu'il faut rapidement aller vers un gouvernement d'union nationale, parce que vous savez ce qui s'est passé en 1981 avec Sadat en Égypte, c'est-à-dire que Gamal Abdel Nasser, qui avait été le vrai nationaliste là-bas, avait demandé aux bandits internationaux de libérer l'Égypte, et il a même privatisé, il a nationalisé, je voulais dire, le canal de Suez. Alors Sadat est arrivé, il a ramené l'Égypte justement dans le giron de la colonisation. Et bien, il s'est retrouvé ce jour-là en 1981, lors de ce défilé-là, abattu comme un chien. Et quand vous sortez de là, vous arrivez justement en Côte d'Ivoire en 2002, lorsque Gbagbo a gagné l'élection. Il a été fait justement vainqueur de cette élection par la Cour constitutionnelle là-bas. Et bien, Gueye a voulu résister, il s'est retrouvé dans les buissons avec son épouse comme des rats. Et donc, c'est le script qui se prépare, parce que tout de suite, avec les recoupements qu'on a depuis cette nuit, parce qu'on n'a pas dormi dans les réseaux, tout signale que bientôt, dans 3 semaines, eh bien, ce sera terminé pour Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce que personne ne souhaite ici, Steve Jocelyn, parce qu'il est déjà finalement acté qu'il va falloir éliminer ce monsieur pour qu'il libère la Côte d'Ivoire tranquillement de la main lourde qui la mène avec les bandits internationaux sur ce pays-là. Donc, il a besoin de faire très attention, parce qu'on disait la dernière fois que la mort planait sur la Côte d'Ivoire. Il y a déjà eu trop de morts comme ça, et il y a une mort qui est en train de se préparer au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez très bien, dans le premier chapeau et la première intervention sur cette question-là, qu'il y a vacance de pouvoir désormais en Côte d'Ivoire, et qu'il va falloir justement fédérer toutes les intelligences, conjuguer tous les efforts pour qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale pour finalement aller dans ce forum républicain des réconciliations nationales tant attendu de tous les vœux, qui aura pour seule et unique mission faire le bilan sans complaisance de la gestion politique, économique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire depuis ses indépendances sous contrôle acté par Houphouët-Boigny le 7 août 1960. C'est vers là qu'on va aller, parce que je vous ai dit la dernière fois, nous étions ici il y a pratiquement 72 heures avec vous, Steve. Je signalais qu'on est en train de s'engouffrer vers le désordre décuplé de ce qui s'est passé pour cette crise post-électorale de 2010, dont on n'a pas cessé justement d'indiquer quels sont les bilans cauchemardesques. Donc c'est complètement terminé là-bas. Il va falloir tout faire, nous qui sommes dans le combat, tant derrière les microphones, derrière les tribunes, que ceux qui sont justement dans les corps des décisions politiques, tant sur l'espace continental africain et sur la diaspora africaine, hors du continent. Donc il faut faire tout pour qu'on puisse remettre justement la Côte d'Ivoire sur les rails normaux, parce que c'est terminé. Là-bas, il y a vacance de pouvoir. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Edmond Kuaté, pour les opposants du côté de la Côte d'Ivoire, il déclare au fort qu'il n'y a pas eu d'élection et il demande une transition civile. Ce serait une hérésie de dire qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire. On sait ce que c'est qu'une élection. Il y a eu un monsieur qui a organisé sa course et il a couru contre lui-même. Il était lui-même son propre adversaire, mais malheureusement, on s'est rendu compte que même en courant contre lui-même, le monsieur réussit quand même à se renverser et il tombe. Et donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire samedi, le 31 octobre, c'était ce que nous pouvons appeler un coup d'État constitutionnel. Et nous disons merci à la classe politique, aux forces vives, à l'ensemble des forces vives ivoiriennes, parce qu'au moins ils ont su faire bloc, ils ont su se montrer, n'est-ce pas, unanimes sur des causes, n'est-ce pas, nobles, sur des causes profondes, parce que vous avez suivi, n'est-ce pas,
le porte-parole, n'est-ce pas, de la plateforme qui a été mise en place par les opposants, par la classe politique, c'est-à-dire Pascal Affi-N'Guessan, qui a dit très clairement qu'il ne reconnaissait plus, n'est-ce pas, Monsieur Ouattara comme président. En fait, son mandat est terminé. Monsieur Ouattara c'est terminé pour lui depuis le 31 octobre. Oui. Et donc, il y a vacance de pouvoir en Côte d'Ivoire en ce moment. Alors, la classe politique, n'est-ce pas, toute la plateforme, n'est-ce pas, qui a été mise en place par, n'est-ce pas, les leaders d'opposition, ils travaillent en ce moment, n'est-ce pas, de commun accord pour mettre en place une transition et trouver les voies et moyens pour, n'est-ce pas, dégommer ce monsieur-là, cet imposteur. Il faut dire qu'il est arrivé dans la vie politique ivoirienne depuis 90, et depuis 90, avouons-le, n'ayons pas, n'est-ce pas, ayons le courage de l'avouer, depuis 90, la politique ivoirienne va complètement en vrille avec ce monsieur, tout va à volo, parce que c'est depuis 94, après la mort, n'est-ce pas, du président Houphouët-Boigny, que ce monsieur cherche à s'imposer, mais par des moyens illégaux. Et donc, en 99, il a essayé un coup d'État. En 2002, il a essayé un autre coup d'État contre le président Gbagbo. Ça n'a pas réussi et il a cru bon qu'il devait, n'est-ce pas, diviser la Côte d'Ivoire par une rébellion. Ce qu'il a réussi. Oui. Et avec l'aide et l'appui de son ami Nicolas Sarkozy, et qui a dû, n'est-ce pas, œuvrer pour que l'ONU et toutes les autres organisations internationales le reconnaissent. On l'a imposé finalement en 90. Les gens lui ont dit, bon écoute, les Ivoiriens ont, je vais dire, bon gré mal gré, ils ont avalé leur bile. Ils se sont dit 10 ans, puisque la Constitution imposait, n'est-ce pas, 2 mandats de 5 ans. Ils se sont dit 10 ans, c'est rien dans la vie d'une nation, on va supporter. Seulement, lorsque la 10e année arrive, justement, c'est arrivé le 31 octobre dernier, alors on attend que le démon s'en aille. Le démon, n'est-ce pas, fidèle à ses propres, je vais dire, fidèle à tout ce qu'il sait faire, il a refusé de s'en aller et il a opéré un coup d'État constitutionnel déguisé en élection. Vous avez vu, si vous allez sur ma page, vous allez voir, sur ma page Facebook, j'ai publié ce qu'ils appelaient, n'est-ce pas, dépouillement, et puis annonce des élections partielles. Le monsieur lui-même, il annonce qu'il y a eu 26 000 votants et 26 000 inscrits, mais 29 000 votants. Ça dit autant d'incongruité. Vous êtes seul, vous courez seul. Ça dit que vous organisez une course. Les autres disent, nous n'y allons pas, nous ne courons pas. Mais malgré que vous êtes seul sur la piste, vous vous mettez quand même à tricher. Mais ça, si les vidéos, ça dit que c'est criard. Vous avez des vidéos où vous avez quelqu'un dans un bureau de vote il a un bloc de bulletins devant lui, il est en train de cocher parce que c'est un bulletin unique, c'est différent de chez nous. Il est en train de cocher la case Ouattara. Quand il coche 10 cases Ouattara, il coche une case Kwadjo Bertin, puisqu'il n'était que 2 finalement. Les autres ayant compris qu'il n'allait pas légitimer la forfaiture de ce monsieur. Donc vous verrez, il y a plein de vidéos comme ça. Si vous allez sur la page Facebook de RFI, vous allez voir qu'ils ont changé leur photo. Ils ont mis la photo de 2 femmes avec des sacs de bulletins qui sont en train de bourrer les urnes. C'est criard, quoi. Et comme le monsieur est fidèle, il pense que les mêmes recettes vont produire, n'est-ce pas, les mêmes goûts. Vous avez vu, pendant que les élections ont cours, il ramasse tous les journalistes, n'est-ce pas, internationaux, parmi lesquels Christophe Boisbouvier de RFI, que vous connaissez, et puis l'autre de je ne sais pas pourquoi le monsieur de Vox Africa s'est prêté à ce jeu. Bref, tous les journalistes, n'est-ce pas, de la presse internationale, il les ramasse, il peut l'amener à un petit déjeuner chez lui. Vous savez pourquoi? Après, les enveloppes vont circuler. Après, on va nous bassiner les oreilles en disant qu'il y a eu un taux de participation de 80%. Moins d'1 million d'Ivoiriens se sont levés sur les 7 millions. Moins d'1 million d'Ivoiriens se sont levés, même pas 500 000. Puisque les chancelleries occidentales, même sur une chaîne, n'est-ce pas, consoeur à vous, TV5 Monde, ils ont reconnu qu'il y a eu moins de 10%. Moins de 10% de taux de participation. Ouais. Donc, effectivement,
Les Ivoiriens ont répondu massivement, n'est-ce pas, au mot d'ordre de désobéissance civile. Les jeunes se sont levés, ils ont bouclé sur les 10 régions. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'accalmie dans 2 régions. Toutes les autres 8 régions étaient en trouble. C'était bloqué, les entrées, n'est-ce pas, les accès de la ville des régions étaient bloqués avec des troncs d'arbres et tout. Les jeunes se sont levés, si vous avez vu, parce que nous avons suivi ça de près. Tout au long de la nuit, nous avons suivi justement cette information, ces informations. Les images, oui. C'est le matériel électoral qui a été brûlé, les urnes saccagées, brûlées, comment vous appelez, les cartes d'électeurs brûlées, tout était brûlé. Sur la chaussée, on jetait même tout sur la chaussée. Oui. Brûlé, je veux dire, les bureaux de la CEI mis à feu et à sac, et donc il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a tenté de minimiser la chose en disant que quelques régions sont en trouble, et d'ailleurs qu'il ne s'entend même pas, il ne s'accorde même pas, et c'est ça le problème du mensonge et de l'imposture. Koulibaly Kuibert, qui est le président de la CEI, lui nous dit qu'il n'y a eu que 20 bureaux de vote qui étaient fermés. 20 bureaux sur 22 000. 22 000. Oui, il dit qu'il n'y a eu que 20 bureaux de vote. Alors que son président de la République, M. Ouattara, lui-même déjà, en accordant une interview, disait que non, ils vont réduire le nombre de bureaux de vote à 10 000. C'est-à-dire partant de 22 000 à 10 000. Pourquoi? Parce que il était heurté que 3 millions seulement, ce qui était même faux. Parce que ça, c'est un chiffre encore qui était gonflé. Il disait qu'il y avait eu retrait, que 3 millions d'électeurs seulement avaient procédé au retrait de leur carte d'électeur. Ce qui était faux et archi faux. Il y a eu moins d'1 million de cartes retirées, moins d'1 million. Et parmi ces personnes-là, il y a eu moins de 500 000 Ivoiriens qui se sont effectivement levés pour aller... On parle bien sûr de moins de 10%. Et si on prend justement le chiffre de 3 500 000 électeurs, ça fait 300 000 personnes justement. Donc, qui ont pu aller justement aux urnes. Donc il n'y a pas eu élection. Il y a eu tentative de coup d'État, j'ai dit bien tentative de coup d'État constitutionnel. Ça n'a pas marché. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour empêcher, n'est-ce pas, cette autre forfaiture de trop. Et aujourd'hui, il est question de demander à M. Ouattara, s'il a encore une once de dignité, vraiment de plier ses bagages et de s'en aller tranquillement, auquel cas les Ivoiriens vont le faire partir de gré ou de force. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, il y a eu des observateurs de la CEDEAO. On nous dit qu'ils étaient 35 000, c'est pas moi qui le dis. Ouais. 35 000 observateurs de la CEDEAO pour une seule élection, je me pose bien justement la question. Oui, écoutez, Steve, je voudrais commencer par quelque chose qui m'a scandalisé hier. Oui. On n'était pas sur les confrères, c'est vrai. J'ai suivi hier l'édition africaine et l'édition spéciale de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire sur une chaîne concurrente à DBS TV, notamment TV5 Monde. Et il y a un certain Ziad Limam qui m'a scandalisé. C'est-à-dire que il s'offusque, n'est-ce pas, de cette coalition entre M. Henri Konan Bédié et M. Pascal Affi-N'Guessan, justement pour faire une contre-offensive dans l'imposture et la forfaiture qui a été organisée depuis le week-end dernier, notamment samedi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. J'ai le sentiment que M. Ziad Limam est tout seul journaliste lorsqu'il pose ce genre de questions, parce qu'il veut se baser sur les idéologies des deux partis. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, il faut que justement l'opposition africaine, lorsque les enjeux sont cruciaux et importants, qu'elle s'entend un peu, qu'elle fait front commun. Et je crois que ce qui vient de la Côte d'Ivoire, notamment entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et de M. Pascal Affi-N'Guessan, qui est justement désormais le porte-parole de l'opposition ivoirienne, oui, la vraie, eh bien, ça devrait faire cas d'école sur le continent africain, notamment dans le pays carré français. Quand je dis cela, je voudrais ajouter que une élection a un indicateur, j'ai dit un marqueur décisif, oui, ça s'appelle le taux de participation. Et lorsque vous avez un taux de participation qui est inférieur, disons 15%, je vais être un peu modeste, qui est inférieur à 15%, ça pose un problème de légitimité. Ça pose franchement un problème de légitimité. Admettons que, comme dans certains bureaux de vote, dans certaines zones, M. Ouattara a eu des scores à la russe,
de 99,99%. Oui. Bon, admettons même que cela soit vrai et qu'il puisse atteindre un taux de participation de 30%. Bon, est-ce qu'il aura la légitimité dans un contexte où nous sommes pas allés à une élection apaisée, nous sommes allés à une élection où il y avait déjà des germes de contestation avec des conséquences que vous connaissez actuellement, c'est-à-dire déjà sur 22 000 bureaux de vote qui étaient censés être opérationnels, oui. De manière unilatérale, il a supprimé 12 000 bureaux de vote. Précisons que c'est justement l'État de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, qui a justement supprimé de manière unilatérale sans l'accord justement des opposants. Ce n'est pas lui qui a le société civile. C'est pas lui. Oui. Ce n'est pas lui. Il ne peut pas être acteur et joueur et arbitre. Non, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec Edmond Kuateke, il courait seul, il est même tombé finalement. Non, vous ne pouvez pas être acteur et en même temps, vous ne pouvez pas être joueur et être arbitre. Du tout. Donc ce n'était pas lui, il ne revenait pas de supprimer cela, d'engager cette démarche-là, de poser cet acte. Non. Ça ne lui revient pas à lui, en tant que candidat, de supprimer de manière unilatérale. Lui qui justement parle à un dialogue, commence en disant ça comme ça, parce qu'il commence par là où il aurait dû commencer. Oui. C'est-à-dire qu'avant d'engager ce processus, il devait commencer par le dialogue. Cette mascarade, il aurait d'abord commencé par respecter les préalables, parce qu'un processus électoral, ça obéit à un préalable. Le préalable, c'est que nous devons aller sur les éléments conditionnels consensuels, c'est-à-dire le code électoral, le fichier, oui. L'institution en charge de l'organisation de ce processus-là et de la gestion de ce processus. Lorsqu'il n'y a pas de consensus autour de ces questions-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Et justement, il y en a en Côte d'Ivoire. Et nous avons dû noter que ce soit avant ou pendant, et même après, il y a eu des incidents émaillés de morts, il faut le préciser. Émaillés de morts. On parle d'une soixantaine de morts déjà. Oui. Donc, avec le matériel électoral qui a été détruit, saccagé, avec des zones qui ont été barricadées, c'est-à-dire les habitants de certaines zones ont décidé de ne plus aller à cette affaire-là. Donc, je pense que même à l'intérieur d'Abidjan, certains bureaux de vote ont été vandalisés. Très souvent, sous le nez et la barbe des forces de maintien de l'ordre. Ça veut donc dire qu'il y a un problème de confiance désormais. Et lorsqu'il y a un problème de confiance entre le gouvernant et le gouverné, il y a un autre problème. Ça pose donc un deuxième problème. Tout à l'heure, mes prédécesseurs, mes présidents orateurs ont indiqué qu'il y a justement une vacance de pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce que M. Ouattara est parti, ou bien parce qu'il va gagner son élection. C'est tout à fait logique parce qu'il a été candidat à sa propre succession. Il faut donc attendre que... On parle bien sûr d'un résultat de 99,96% pour une seule et unique personne, alors qu'on a 300 000 personnes qui ont voté. Je vous ai parlé des scores à la russe. Maintenant, j'étais donc en train d'expliquer que pourquoi est-ce qu'il y a vacance de pouvoir. Il y a vacance de pouvoir parce que M. Alassane Dramane Ouattara étant candidat à sa propre succession, il faut attendre que le Conseil constitutionnel, oui, qui est monocolore, c'est-à-dire affilié soit à Alassane Dramane Ouattara ou au RHDP, justement, prononce justement le verdict, c'est-à-dire proclame le résultat. C'est à ce moment-là que M. Alassane Dramane Ouattara peut redevenir donc justement président de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, il n'est plus président de la Côte d'Ivoire. C'est il faut le dire comme ça aux téléspectateurs qui nous regardent. Quand j'ai dit cela, il faut comprendre une chose, et vous l'avez indiqué parce que nous avons tous essayé d'être très attentifs depuis le week-end dernier à ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Ça pose quand même un problème. Ça pose un problème que vous, justement, Edmond l'a évoqué tout à l'heure. Actuellement, j'ai une information qui me vient de la Côte d'Ivoire. On parle de 82 morts. Voilà. Bon, je parle de plus d'une centaine de morts. Maintenant, ça fait plus de 80 morts. Avant que les résultats soient proclamés, donc il y a un gros problème. Ce qui suppose donc que quand il y aura proclamation de cette mascarade électorale, eh bien, le thermomètre va monter. Je questionne justement l'attitude de l'Union européenne et l'ONU dans la validation de cette mascarade électorale, qui, au lieu justement de condamner la forfaiture et l'imposture, ont plutôt demandé à l'opposition
de la crédibiliser. Mais, attendez, j'ai le sentiment que ces gens marchent désormais par la tête. Hein. C'est-à-dire que ceux qui n'acceptent pas chez eux, ils voudraient admettre cela sur le continent africain, et c'est eux qui demandent au continent africain, en tout cas aux États africains, d'avoir des institutions fortes et que ces institutions soient respectées et qu'il n'y ait pas d'hommes forts, mais qu'il y ait des institutions fortes. Et maintenant que les institutions de la Côte d'Ivoire sont menacées, sont violées, l'ONU demande à l'opposition de pouvoir crédibiliser la violation et l'affaiblissement de ces institutions. Ça veut dire qu'il y a un gros problème là. Seconde chose, l'attitude justement de l'Union européenne. Je peux comprendre que l'Union européenne a des intérêts là-bas, à travers ces brigands, ces contrats commerciaux. Ça peut se comprendre que nous sommes plus dans la morale, dans la vérité, mais surtout dans l'hypocrisie qui est guidée par des intérêts. Ça peut se comprendre, mais il ne faut pas manquer de respect au peuple africain et au peuple ivoirien. Ça, c'est important. C'est vrai que c'est lui qu'ils ont emmené là-bas. Il peut piller tranquillement la Côte d'Ivoire, affamer les Ivoiriens, mais je pense qu'il doit pouvoir... il peut rendre un service à la Côte d'Ivoire, c'est de laisser la Côte d'Ivoire dans l'état où il l'a trouvé. Parce qu'il a fait la promesse justement de mettre la Côte d'Ivoire sans dessus, sans dessous. Donc je pense que s'il a encore un peu, je dis un peu de lucidité du haut de 78 ans, franchement, qui traverse la frontière, qui se retrouve là où il était avant. Merci beaucoup Albert Anatole. Je vais me tourner vers vous, Patrick Sapak, pour vous poser justement la question. Samedi dernier, était-ce une sanction justement contre Alassane Dramane Ouattara que les populations ont déclaré haut et fort qu'elles n'iraient pas justement à cette élection et que, il faut également préciser que les militaires n'ont pas usé de force contre les populations au cours de ce week-end. Les militaires en Côte d'Ivoire ont été abreuvés à la source de l'indication de Thomas Isidore Sankara. Il avait dit un homme en armes, parce qu'il faut toujours rappeler aux jeunes générations, parce que je dis toujours qu'une nation ne se construit sur sa base référentielle historique que sur des modèles, et le modèle c'était Thomas Isidore Sankara qui parlait justement de cette armée-là, pour dire un homme en armes, policier, gendarme ou militaire qui peut se tenir sous un drapeau à recevoir des ordres, et qui peut avoir une arme à la main, qui peut cracher du feu et donner de la mort sans savoir à qui profite cette arme, à qui profite cet ordre, eh bien, c'est un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour s'éveiller désolation et tristesse autour de lui. Alors, en Côte d'Ivoire, l'armée a su raison garder. Parce que l'armée est également victime de ce ouattarisme. Et tous les bandits qui l'ont accompagné, les bandits internationaux comme les bandits nationaux. Alors, il faut dire, Steve Joslangos, que dans une élection, lorsque Anatole ici vous parlait de vacances du pouvoir tout à l'heure, il faut quand même convoquer le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est le dernier organe juridictionnel devant statut en matière électorale, c'est-à-dire contrôler la régularité des processus électoraux et la constitutionnalité des lois. Vous comprenez? Dans un pays. Donc, le premier élément qui définit justement la régularité d'une élection, c'est le taux de participation. Alors, si donc il y a une superposition entre la légitimité et la légalité, il faut comprendre qu'il y a d'abord la légitimité qui donne de la force à la légalité. Donc, il est hors de question. Et la légitimité arrive justement du taux de participation. Alors, si on n'a pas cette légitimité, on ne peut pas aller surfer sur la légalité. Donc, le Conseil constitutionnel, comme il est en train de dire, après les 5 jours qui sont concédés à la Commission électorale indépendante, devra simplement statuer pour déclarer Ouattara non élu en Côte d'Ivoire. Donc c'est vers là qu'il faut Même si on attend justement les résultats ce lundi. Non, c'est déjà clair. C'est déjà clair que le taux de participation nous indique qu'il ne faut même pas imaginer un seul instant que le Conseil constitutionnel peut rentrer dans la Même si le Conseil constitutionnel est acquis à sa cause. Même si le Conseil constitutionnel a acquis à sa cause, je suis en train de parler sur le plan principiel. Oui. Que le Conseil constitutionnel doit veiller à la régularité des processus électoraux. Or, le premier élément de régularité d'un processus électoral, c'est le taux de participation. Parce qu'une élection, c'est le choix des populations, de leurs dirigeants, par les populations, à partir des règles consensuellement acceptées et arrêtées. Vous comprenez? Et donc, si
on a un taux de participation qui nous amène à 300 000 sur les 3 millions qui étaient attendus, parce qu'il y a 3 000 bureaux de vote finalement qui ont difficilement eu le temps d'être opérationnels, parce qu'on avait dit 10 000, hein, après avoir justement disséqué cette affaire-là depuis 22 000, comme initialement prévu. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de légitimité, et donc il n'y a pas de possibilité pour que Ouattara, il n'y a aucun élément de possibilité pour que Ouattara soit déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Il faut bien que ce soit bien martelé. Donc, il n'y a pas de légitimité là-bas. C'est pour ça que j'ai parlé de vacances du pouvoir. Donc, il faudrait que le Conseil constitutionnel, dont je rappelle qu'il continue d'avoir la mission de la régularisation des procès électoraux, il est urgent que ce Conseil-là déclare Ouattara non élu et que c'est une élection qui doit être annulé et qu'il faut nécessairement mettre en place un conseil, ne sera plus le Conseil constitutionnel. C'est maintenant les forces politiques du pays, les forces vives de la nation qui vont mettre en place justement ce forum républicain de réconciliation nationale après avoir installé justement un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement qui doit faire la transition pour essayer de voir. Donc, pourtant, l'opposition demande une transition civile. Oui, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je suis pas en train de parler militaire. J'ai dit une transition civile mettra en place des éléments politiques parce que le problème est politique. Alors, le problème qui est politique, c'est qu'il va falloir d'abord amener tout le monde en Côte d'Ivoire et il faut faire asseoir tout le monde, sortir les gens de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et ils sont là-bas à faire je ne sais quoi parce que Ouattara a décidé de les envoyer là-bas. Il y a ceux qui sont en exil depuis une dizaine d'années qui doivent revenir au pays. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, qui sont des ogres de la politique ivoirienne, doivent revenir en Côte d'Ivoire, participer justement à ce processus de réconciliation parce que je disais l'autre jour qu'il n'y a pas un pays qui est très assoiffé, très affamé de réconciliation en Afrique comme la Côte d'Ivoire. Donc le Conseil constitutionnel, c'est lui que nous regardons parce que la commission électorale indépendante, elle a 5 jours, bientôt elle va être fort close parce que ça va être compliqué de gérer cette affaire-là et donc elle va livrer ces résultats. Vous avez commencé à surfer sur les 97% qu'on retrouve un peu partout, c'est des causes que bioéthiques. 99%. Oui, vous comprenez? Donc vous comprenez que là-bas, il n'y a pas de légitimité. Et donc, le Conseil constitutionnel qui est donc en dernier ressort, l'instrument qui doit statuer, devrait faire très attention. Il n'y a qu'une seule direction, invalider cette élection, annuler tout ce processus et reprendre tout à zéro. Mais on ne va pas reprendre l'élection à zéro parce qu'il n'y a pas de possibilité d'élection en Côte d'Ivoire s'il n'y a pas d'abord de réconciliation nationale. Et là, on a déjà indiqué toutes les cordes. Je l'ai dit en entame de mon propos, qu'il faut justement un forum républicain de réconciliation nationale qui aura pour seule mission et qui va d'abord rassembler tous les représentants des composantes sociologiques du pays avec pour seule mission faire le bilan sans complaisance de la gestion politique, économique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire depuis le 7 août 1960 où Houphouët-Boigny est allé acter ses indépendances sous contrôle qui n'avait rien à voir avec l'existence qui est nécessitée par les pays africains aujourd'hui pour parler en regardant droit dans les yeux les adversaires, c'est-à-dire les bandits internationaux. Donc c'est de ça qu'il est question en Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien qui est politiquement averti, bien évidemment, a suivi le mot d'ordre parce qu'il a son ressenti de tout ce qui s'est passé sur une dizaine d'années déjà, mais surtout la première décennie où tout ça s'est préparé depuis le 19 septembre 2002 où on a lancé cette attaque où Gbagbo était en Italie et on lui a demandé de passer à Paris. Donc il a dit, je rentre dans mon pays et depuis lors, jusqu'à date, ça fait pratiquement 13 000 morts qu'on a compté en Côte d'Ivoire. Alors le peuple est meurtri, il faut arrêter cette imposture et cette forfaiture. C'est terminé en Côte d'Ivoire, il faut que ce soit bien clair. Et nous n'allons pas louper la cible. La cible là, c'est le Conseil constitutionnel. Donc personne ne doit tenter d'imaginer à cet instant qu'il doit valider cette imposture devant la face africaine en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un autre chantier là-bas. Edmond Kuaté, je vais vous donner quelques chiffres pour que nous comprenions bien et justement pour nos téléspectateurs. La Côte d'Ivoire, c'est 25 millions d'habitants. Il y a ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, 7 500 000. Finalement, on s'est retrouvé avec des personnes qui ont eu comme bulletin de vote 3 500 000. Mais à la fin également, on nous fait comprendre qu'il n'y a même pas eu 1 million d'Ivoiriens qui ont récupéré leur bulletin de vote. Samedi dernier, d'après les chiffres, c'est moins de 10% qui ont participé à cette élection sur les 3 millions de personnes, soit à peu près 300 000 personnes. Est-ce qu'on peut réellement parler d'élection du côté de la Côte d'Ivoire? Est-ce que la CEI, la Commission électorale indépendante, va justement nous déclarer un vainqueur ce soir? Ou alors que le Conseil constitutionnel lui dira que Alassane Dramane Ouattara est le grand vainqueur d'une élection qui n'a pas réellement eu lieu? Steve, je suis très admiratif, mais alors très admiratif de l'optimisme de mes co-panélistes à parler de la
du Conseil constitutionnel. Steve, je dois vous dire une chose. Le Conseil constitutionnel est par définition le juge électoral. Oui. Et un juge qui doit faire son travail ne commence pas son procès ni au milieu ni à la fin. Oui. Il commence son procès dès le début. Parler du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire attendre le verdict du Conseil constitutionnel, c'est croire, c'est vouloir dire aux gens qu'il y a même eu élection. Le juge électoral, et on parlait bien de la régularité du processus. On n'a pas dit qu'il veille à la régularité de l'élection. On dit le Conseil constitutionnel veille à la régularité du processus. Et quand on dit processus, ça veut dire que ça a un début. Ça commence quelque part et ça finit quelque part. Et en la matière, le processus électoral commence depuis la convocation, n'est-ce pas, du corps électoral. Du corps électoral. Oui. En passant par le dépôt des candidatures. Donc s'il y avait un juge électoral, s'il y avait une constitutionnalité, s'il y avait constitutionnalité, oui. S'il y avait un régulateur du processus électoral en Côte d'Ivoire, il aurait déjà... Un régulateur objectif, il faut préciser. S'il y en avait un, je me limite là. Moi, je pèse mes mots. Oui. Parce que faut pas saupoudrer. Je n'aime pas rentrer dans les micmacs et les miasmes sémantiques qui égarent les gens. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre que ce que vous appelez Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire est une coquille vide. Pourquoi? Parce que s'il y avait un juge électoral en Côte d'Ivoire, il aurait déjà commencé le procès dès le début, c'est-à-dire constater la violation, n'est-ce pas, de la Constitution par M. Alassane Dramane Ouattara. Oui. Parce que sa candidature est anticonstitutionnelle. On devait commencer par là. Parce qu'on dit juge du processus électoral. Oui. Et le processus électoral a un début. Alors si un juge est un mauvais juge au début, mauvais juge au milieu, mauvais juge il sera également à la fin. Mais il sera mauvais juge à la fin. Vous attendez quoi? Alors donc ce ne sont pas des institutions réelles, ce sont des institutions inféodées, stipendiées, au service, ce sont des bras séculiers, n'est-ce pas, qui n'ont pour mission que de légaliser, n'est-ce pas, donner un contenu légal à la forfaiture et à l'imposture. C'est de ça dont il est question. Et donc moi personnellement, je n'attends que dalle de votre Conseil constitutionnel. Là, il est évident qu'il n'y a pas eu élection, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, ce juge-là, qui n'a pas eu le courage de constater que M. Ouattara a violé la Constitution, parce que les vidéos en la matière abondent, elles sont surabondantes, où M. Ouattara et ses principaux, Adjoumani, Bitogo, le ministre de la Justice, et tous disaient clairement, et même des grands professeurs de droit, et même ceux qui ont rédigé cette Constitution, on dit clairement qu'il n'y avait pas une possibilité pour M. Ouattara de briguer un troisième mandat. À la fin, ils nous ont sorti une entourloupe, une gymnastique, n'est-ce pas, de droit constitutionnel pour nous dire que c'est le premier mandat de la Troisième République. Mon Dieu, est-ce que vous y comprenez quelque chose à ça, vous? Et le juge électoral a acté cela. Il a compris, il a validé cela. Non seulement il a validé cela, mais il a trouvé des contorsions de droit pour éliminer toutes les autres candidatures. Je vous rappelle qu'il y avait 44 candidatures, parmi lesquelles celle de l'ancien président Laurent Gbagbo. Oui. Le juge constitutionnel, véritablement, n'a pas constaté qu'il fallait donner la possibilité d'avoir une élection inclusive en donnant la possibilité, n'est-ce pas, à tous ceux qui voulaient être candidats, y compris l'ancien ministre du budget et de l'économie, Mamadou Koulibaly, de leader, oui. Y compris, n'est-ce pas, à Montanon, et tous ceux-là qui, nous le savons, ont la possibilité, n'est-ce pas, de devenir candidat. Le juge constitutionnel a aidé M. Ouattara à choisir ses adversaires, parmi lesquels excusez-moi le terme, mais quand même,
M. Kwadjo Konan-Bertin, candidat à une élection, pendant que Barbo est éliminé, pendant que, n'est-ce pas, Amotanon est éliminé, pendant que Mamadou Koulibaly est éliminé, on s'en va chercher. J'ai pas envie de dire des gros mots ce matin, mais quand même, Kwadjo Konan-Bertin. Et donc, voilà ce que, n'est-ce pas, ce conseil constitutionnel a fait. Donc, je n'attends que dalle du conseil constitutionnel. Monsieur, s'il fallait attendre quelque chose d'une institution, la CEI, je vous ai dit que j'ai suivi monsieur Koulibaly hier, Quibet, hier, dans une chaîne, n'est-ce pas, internationale, qui disait qu'il n'y a eu que 22 bureaux de vote, n'est-ce pas, où il n'y a pas eu élection. Et il dit bien sur les 22 000. Alors que déjà... On allait déjà dès samedi dernier avec 10 000 bureaux de vote. Non, c'est-à-dire que toutes les chaînes internationales reconnaissaient qu'il y a des régions entières où il n'y a pas eu vote. Quand on sait que dans une seule commune, il y a parfois au moins 20 bureaux de vote. Oui. Je dis bien dans une seule commune, il y a 20 bureaux de vote. Un monsieur comme ça, qu'est-ce que vous attendez des gens comme ça? Moi, je dis qu'il n'y a pas... Donc, pour vous, il a menti à Mondovision? Non, mais il n'a pas que menti. Menti, c'est trop peu. C'est des gens qui n'ont pas honte. C'est des gens qui ont jeté la honte aux chiens. C'est de ça dont il est question. C'est l'autre qui chantait les nés avant la honte. C'est des gens qui sont nés avant la honte. Ils sont carrément nés avant la honte. Comment est-ce qu'avec tout ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire, des régions entières, je vous rappelle encore que nous avons, n'est-ce pas, reçu, n'est-ce pas, la communication même, n'est-ce pas, de l'armée, qui disait telle région n'y allait pas. C'est-à-dire, il disait telle région n'y allait pas, c'est bloqué, il y a une foule massive, n'y allait pas, telle région. Nous avons les écoutes. On a pu, n'est-ce pas, avoir ces écoutes-là. Et donc, avec tout ça, quelqu'un vient nous dire quand même qu'il n'y a eu que 22 bureaux de vote où il n'y a pas eu d'élection sur 22 000. Alors, donc, avec des gens comme ça, si vous attendez encore quelque chose, moi, je n'y attends rien. Et donc, votre conseil constitutionnel, attendre même qu'il se prononce, c'est comme dire qu'il y a eu élection et donc il devrait se prononcer. Je n'attends rien. Nous avons acté déjà qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est évident, il n'y a pas eu élection au regard du nombre de régions où il n'y a pas eu de vote. Mais je vous rappelle que dans la logique de M. Ouattara, même si une seule personne est allée voter, je vous rappelle qu'il va se déclarer candidat. Donc si vous l'attendez, il va se déclarer vainqueur, autant pour moi. Donc si vous attendez le Conseil constitutionnel, vraiment j'admire votre optimisme, mais nous n'attendons rien du Conseil constitutionnel parce qu'ils ont déjà prouvé de quel côté ils sont. Ils ne sont pas là pour dire le droit, ils ne sont pas là, n'est-ce pas, pour veiller à la régularité d'un processus. Ils se sont déjà déclarés, n'est-ce pas, défaillants depuis, et donc nous n'attendons rien de ce Conseil constitutionnel aux ordres, qui est un bras séculier, n'est-ce pas, pour donner du contenu légal à la forfaiture, à l'imposture. Nous n'attendons rien. Je voudrais dire une chose. Enfin. Allons-y rapidement, oui. J'ai suivi M. Ouattara face très embarrassé devant une question d'un de vos confrères de France 2, n'est-ce pas, quand on lui posait la question justement sur son 3e mandat. Je l'ai suivi essayer de bidouiller très embêté et très hébété, dit comme quoi l'Occident ne doit pas imposer les normes, doit arrêter d'imposer les normes, n'est-ce pas, de l'Occident. L'impérialisme. C'est le terme qu'il a utilisé. Mon Dieu. J'ai pas envie de dire des gros mots ce matin. Vous voyez, c'est un lundi matin. Je me suis pas réveillé de très mauvais poil ce matin. Je crois que je suis encore bien. Mais je voudrais tout simplement dire à M. Ouattara d'arrêter. D'arrêter cela. Le panafricanisme dont je suis un défenseur n'est pas un parapluie qui abrite des brigands lorsqu'ils sont en mal avec leur propre, n'est-ce pas, leur propre partenaire impérialiste. Le panafricanisme, c'est une doctrine à laquelle nous croyons. Nous croyons que c'est le seul issue, n'est-ce pas, pour les Africains de faire face, n'est-ce pas, à cette offensive impérialiste. Et donc, nous n'attendons pas que sous cet abri viennent s'abriter, n'est-ce pas, des bandits, des délinquants, des voyous qui ont passé toute leur vie à nous turlupiner, à nous massacrer.
passer la parole à quelqu'un d'autre. Je crois qu'il Albert Anatole ici, bon, je vais revenir avec vous dans un instant. Patrick Sapag, le temps pour moi de poser la question à Albert Anatole ici. Quand on vous regarde ce matin, on sait pertinemment que les choses ne se sont pas très bien déroulées le 31 octobre dernier, c'est-à-dire samedi dernier. On parle bien sûr de cette élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire. Pour vous également, il n'y a pas eu élection présidentielle, on vous comprend parfaitement. Mais on le sait également, la commission électorale indépendante est acquise à Alassane Dramane Ouattara et pourrait le déclarer vainqueur aujourd'hui. Oui, écoutez, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Écoutez, déjà hier, j'ai suivi le porte-parole justement de cette fameuse commission électorale indépendante qui justement nous a présenté ce nombre de chiffres qui sont hallucinants. Les chiffres franchement hallucinants. Ça veut dire que ces gens, permettez-moi le terme, se moquent des Ivoiriens. C'est dans un contexte de tension sociale dû à leur forfaiture, imposture, ils continuent d'énerver les Ivoiriens. Je parle bien du porte-parole de la commission électorale indépendante et pas la commission centrale. Oui. Donc je pense et il était en direct également dans la chaîne dont je parlais tantôt. Donc je pense que je voudrais un peu revenir sur deux éléments de langage de Edmond. Monsieur Alassane Dramane Ouattara s'est offusqué, n'est-ce pas, de l'ingérence de l'impérialisme occidental dans le processus électoral ivoirien. Mon Dieu. Alors qu'hier, on voyait également... Là, je me dis, je crois que... Derrière lui, peut-être qu'il a retrouvé un peu de lucidité. C'est vrai. Oui. Il a retrouvé un peu de lucidité. Que pensez-vous de ceux qui pensent aujourd'hui que, justement, on est en train de savonner la planche à Alassane Dramane Ouattara pour préparer du terrain à Guillaume Soro? Non, c'est monsieur Alassane Dramane Ouattara qui s'est savonné sa propre planche. Il faut qu'on soit d'accord. Je crois que le monde qui a dit tout à l'heure, l'a parfaitement très bien démontré. C'est-à-dire que déjà... il a le conseil conditionnel qui est acquis à sa cause. C'est-à-dire que M. Mamadou Kone, je crois, comment il s'appelle, depuis 2015, c'est lui qui a fait sauter le verrou. Alors que son prédécesseur avait clairement indiqué que M. Alassane Dramane Ouattara n'avait plus droit à un second mandat. Nous étions encore au second mandat. Parce que quand il arrive, rappelez-vous, quand il arrive, on lui permet d'avoir un mandat. Et au second mandat, c'est là qu'il porte la casquette de candidat exceptionnel. Oui, de candidat exceptionnel. Maintenant, peu de temps après, pour faire sauter ce verrou, c'est monsieur Mamadou Kone justement qui valide cette forfaiture. Donc, il ne faut rien y attendre. Mais sauf qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que l'imposture qu'ils vont valider aura des conséquences. Et ça me dit des conséquences. Le fait déjà que la juridiction, j'allais dire l'institution, qui a la responsabilité de régler les problématiques de la constitutionnalité des lois, a adopté une posture partisane vis-à-vis du régime et de M. Alassane Dramane Ouattara. Vis-à-vis du RADP. Ça pose donc déjà un problème de crédibilité. Tout à l'heure, j'évoquais la problématique, n'est-ce pas, de la légitimité. On retombe sur la légitimité comme en 2011. On retombe sur les questions de légitimité. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà un taux de participation, je ne sais pas ce que prévoit la loi électorale chez eux, c'est-à-dire que si le taux de participation est aussi bas, et aussi bas, ça peut constituer un élément d'annulation du scrutin. Maintenant, il faut ajouter à cela les fraudes. Vous avez vu les bourrages d'urnes, la manipulation des procès-verbaux, avec les incidents qui ont émaillé, qui n'ont pas pu permettre que justement ce processus ait lieu normalement. Ça rentre justement dans le cadre des éléments qui peuvent contribuer à l'annulation de cette forfaiture. Il faut que ce soit annulé. Si la fameuse communauté dite indépendante, dite nationale, j'allais dire, dite nationale, aime justement M. Alassane Dramane Ouattara, comme ils ont donné l'impression de le faire, qui conseille à M. Alassane Dramane Ouattara de demander à son conseil constitutionnel, j'allais dire à M. Mamadou Kone, de ne pas valider cette imposture au nom des straponteurs. Ça, c'est deux. Moi, j'ai quand même un autre problème. J'ai un problème avec certains hommes politiques africains
lorsque je regarde M. Alassane Dramane Ouattara, même dans sa façon de parler aux Ivoiriens dans un contexte aussi tendu, il ne fait pas l'effort d'être humble et fait profil bas. Non, il utilise le propos va-t-en-guerre. Mais écoutez, M. Henri Konan Bédié a demandé justement à ses partisans et à l'opposition du manière générale de passer à la vitesse supérieure. Désormais, les questions de faire partie M. Alassane Dramane Ouattara coûte que vaille. Et là, ça veut donc dire qu'il y a une montée en puissance de la contestation. Comment M. Alassane Dramane Ouattara va agir? Peut-être qu'il va utiliser ces billes de l'armée française qui sont déjà prêts à intervenir. Peut-être qu'il va utiliser justement l'armée ivoirienne pour tirer sur son peuple. J'ose croire qu'il ne va pas arriver jusque-là. Messieurs, permettez-moi de lire les messages ce matin. Il nous manque encore 13 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Bonjour DBS Matin, je salue tes invités, particulièrement M. Edmond Patrick. Edmond Patrick, s'il vous plaît, Steve, vraiment, nous les scientifiques, on est souvent pas trop forts comme ça en langue de Molière. Mais M. Edmond me surprend. Mais chapeau à lui, très belle analyse concernant le Conseil constitutionnel. Il a pratiquement raison. N'attendons effectivement rien de la Cour constitutionnelle. C'est Salifo Issoufou depuis Lomé au Togo. Monsieur Steve ou moi, tu devrais inviter Fanga ou président Madakani pour qu'on puisse les écouter aussi, ou bien ils ont un agenda peu saturé. Ok, quand même, tes invités sont à la hauteur. Chapeau à eux. Salifou depuis Lomé au Togo. Ne vous inquiétez pas, hein, chacun a son jour pour être sur ce plateau. Bonjour le plateau, des fois j'ai honte d'être africain. Pourquoi toujours en Afrique? Les matchs sont gagnés avant même le jour du match. C'est ça l'Afrique francophone, parce que les arbitres sont des Français. En peau noire, en peau africain, Amoussou Tibara depuis Tchamba au Togo. Monsieur AAA, c'est au Togo qu'ils viennent faire leur apprentissage. Regardez bien depuis le début, c'est les mêmes scénarios. Eh bien, ils vont souvent prendre des cours du côté du Togo. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, hein, Amoussou Tibara, qui nous écrit depuis le Meux au Togo. Bonjour Steve Ngo, c'est son panel, je mets de l'eau au moulin d'Edmond Kouyaté juste en appelant ses propos du président Laurent Gbagbo, je cite, Ouattara est un menteur, Monsieur Outou Aïfoulan Yaoundé. Bonjour Steve Ngo, c'est pour le panel une fois de plus. Dans ma langue, on dit souvent que quand tu tombes, ne regarde pas là où tu te casses les dents, mais regarde là où tu as trébuché. C'est Houphouët-Boigny, le bélier qui est à l'origine du drame que vivent les Ivoiriens aujourd'hui. Il a spolié les baoulés de leur terre pour construire sa basilique. Ils sont unanimes quand ils disent que Houphouët-Boigny ne dort pas dans sa tombe. Souvenez-vous, je vous avais dit que j'ai la famille là-bas à Yamoussoukro, monsieur Etou Otou Aïfoulan Yaoundé. Je retire ce que je voulais dire à propos du Conseil constitutionnel, Edmond Kouyaté l'ayant déjà dit. Mais à ici, comment voulez-vous qu'un président utilise le mot floué? C'est à vous d'ailleurs qu'il s'adresse ce matin, Albert Anatola ici. Bonjour à la meilleure chaîne du moment, je vous aime énormément. J'aimerais savoir à quand les débats du dimanche matin. Vous avez dit le premier dimanche du mois de novembre. Je n'ai rien vu hier. Steve Ngo, tu es le meilleur modérateur au Cameroun. Je dirais plutôt un sac de modérateur, Dr Willy Fopoussi, depuis Point G à Bamako au Mali. Merci également à vous que vous nous écoutez de Bamako au Mali. On a eu quelques petits problèmes, mais on aura le temps d'en parler au cours de cette journée pour les débats du dimanche. Je pense également que Stéphane Sullivan Onana, sans oublier Patrick Ekoumé, m'ont lancé, il faut le dire, pas mal de choses ce matin à ce sujet. Je ne pense pas que c'est en Côte d'Ivoire que le boycott réduit les électeurs de participer aux élections. Pourquoi nous pensons que les élections seront annulées? Surtout qu'il faut les condamner pour 10 000 morts en 2011. Laurent Gbagbo étant libéré alors que ces deux acteurs de 2011, à mon avis, il reste un qui est président en Côte d'Ivoire. Je me mets à la place du président Ouattara, je ferai tout ce qui est possible pour ne pas aller en prison. Résultat, je vais mourir au pouvoir. C'est Kim Pos qui nous écrit ce matin. Bonjour DBS Matin, je souhaiterais que les distingués panélistes fustigent avec la même verbe les anomalies d'ordre démocratique inhérentes au Cameroun, parce qu'il en a, il y en a. Merci, c'est Max de 21 qui nous écrit. Bonjour à vous tous, Côte d'Ivoire n'est pas une propriété pour Ouattara et Macron. Ouattara n'a qu'à sortir par une grande porte aujourd'hui, c'est mieux que de sortir par une petite porte demain. Ce qu'il avait fait à Gbagbo va le rattraper. Bonne journée à vous, c'est Kofi qui nous écrit depuis le Togo. Bonjour au plateau, que prévoit le code électoral ivoirien lorsque le pourcentage de participation est si risible?
C'est son interrogation. Ici, chez nous, au Cameroun, quel que soit le taux de participation, ce n'est pas ce critère qui est pris en compte pour valider une élection, sauf erreur de ma part. La personne ne nous a pas laissé son nom d'ailleurs. Bonjour Jocelyn, bonjour à tous vos panélistes. Un bonjour spécial à toute l'équipe technique. Voilà où la démocratie importée va nous amener. Voilà le grand démocrate, chasseur de dictateurs, qui est devenu pire que le dictateur, voire même un criminocrate, comme le dirait le président Banakandi. Car il est en train de marcher sur le sang des Ivoiriens comme en 2002 et en 2010. Trop, c'est trop. Nous ne voulons plus des démons en Afrique. Il faut que ces hommes politiques arrêtent de prendre l'Afrique pour un sanctuaire en vue du taux de participation. Force est de constater que seuls les membres du RHDP ont voté. Les Ivoiriens vont demander le retour de Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ni Nguessan, ni Soro, ni Bédié ne fera l'alternative. Christian Kamga depuis Douala. C'est ici même la capitale économique du pays. Allons-y rapidement sur tous les messages ce matin. Bonjour Steve, Jackson était très élégant ce matin. Bonjour Steve, Ouattara a déjà réussi son coup. Il ne reculera pas, il ne reculera pas. Il sera vainqueur, il y aura encore un autre mandat. D'ailleurs, il s'en fout de tous ceux qui s'opposent à lui car il sait qu'il a le soutien de la France. Thierry depuis Niala. Merci à vous Thierry. Bonjour Dibia, c'est Latifou Moula depuis Sokodé au Togo. Monsieur Steve, il est urgent de mettre en place des vrais textes électoraux répondant à nos réalités africaines. Ce qui compte pour le moment en Côte d'Ivoire, c'est de travailler à éviter un bain de sang. Il faut apaiser les cœurs et passer à autre chose. Que les politiciens ne conduisent pas la population dans des affrontements. Tous ses opposants, tout comme celui qui est au pouvoir, sont tous les mêmes. Ange le jour et Satan la nuit. Leurs enfants ne meurent jamais dans des violences. Seule la paix peut garantir le développement et l'unité africaine. Merci à vous. Merci également à vous Latifou Moula depuis Sokodé au Togo ce matin. Bonjour le plateau, pardon, il faut laisser Patrick Sapa quand il parle de finir ses mots. C'est Chalki à Darak. Merci également à vous Chalki depuis Darak. Bonjour Dibier ce matin. Tous ces commanditaires à l'étranger sont des investisseurs auprès de celle-ci. Ces pays protègent les détenteurs des capitaux, les détourneurs des fonds en Afrique sous le Maïnou depuis Ngaoundéré Ndang ce matin. Merci également à vous. Allons-y rapidement. Bonjour tout le monde au plateau. Nos dirigeants, surtout ceux du PKI français, s'en fichent de leur population et font ce qu'ils veulent en tordant le cou aux lois, règles, bref, la construction de leur pays à leur avantage. L'Afrique a encore du long chemin à faire. On y arrivera quand même. Azer depuis Agoé au Togo. La délégation de la CEDEAO et ceux qui sont partis superviser cette élection en Côte d'Ivoire ne devraient pas s'en abstenir. C'est une question à tout le monde sur le plateau. C'est toujours Azer. En tout cas, pour lui, il fallait que ces observateurs s'abstiennent de faire un tour, en tout cas du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour, salut le plateau. Que certains présidents africains pensent à l'après-eux. Quelle phrase peut-on prononcer chaque fois qu'on sera face à leur tombe? Philippe le Béninois. Merci également à vous qui nous écrivez depuis le Bénin ce matin. Messieurs, pour sortir rapidement de cette édition, plus que 5 minutes, on pose justement la question de savoir comment est-ce que ces observateurs de la CEDEAO peuvent accepter autant cette forfaiture venant de la Côte d'Ivoire. On va y arriver. Je voudrais d'abord faire une précision par rapport à la Cour, au Conseil constitutionnel. Pour dire à Edmond, nous ne sommes pas optimistes par rapport au Conseil constitutionnel. C'est lui qui est en charge de veiller à la régularité du processus. Mais maintenant, ni la constitution ivoirienne, ni Alassane Dramane Ouattara ne sont propriétaires de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a 3 modes de régulation de la vie politique dans un pays. Il y a les élections, il y a les accords politiques, il y a la violence politique. Alors, je vais prendre 3 scripts rapidement. Au Burkina Faso avec Compaoré, il avait réussi, avec le dernier organe là-bas, de s'attaquer à l'article 37. Et de rester au pouvoir. Voilà. Mais les populations sont quand même sorties dans la rue. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'est plus au pouvoir du tout. Je repars au Mali. On a validé ce même dernier organe juridictionnel devant statuer en matière électorale et surtout la constitutionnalité des lois au Mali a validé les postures avec Ibeka. Il se trouve où aujourd'hui Ibeka? En Côte d'Ivoire, il faut bien aviser au Conseil constitutionnel, donc on sait. Tous les enfants savent que le processus a été vicié depuis le départ. Et j'ai souvent dit qu'il y a 3 étapes dans une élection. Le contentieux préélectoral, l'élection elle-même et le contentieux post-électoral. Alors si on n'a pas réussi à avoir un instrument qui a garanti justement la fluidité et la potabilité du processus depuis les 2 premières étapes, eh bien l'étape-ci est décisive. Pour dire à Mamadou Koné et toute la bande que celui qui va oser
aller dans la direction de la validation de l'imposture, eh bien, il va se retrouver exactement là où il doit se retrouver. Donc, la constitution ivoirienne appartient aux Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui veillent à ce que l'instrument en charge de la validation du processus électoral ne fasse pas une bêtise. Et donc, si jamais il rentre dans la validation de l'imposture, c'est-à-dire qu'une élection qui ne tire aucune légitimité nulle part, eh bien, les Ivoiriens sauront comment ils vont agir. Vous savez déjà que le taux de participation témoigne que le peuple n'est pas d'accord avec le Conseil constitutionnel. Et puis les candidats qui ont été retenus, justement, ne sont pas en phase avec la volonté populaire. Donc, c'est la dernière étape, c'est celle-là. Donc le Conseil constitutionnel, si Mamadou Koné et les autres, s'ils tiennent à leur vie, devront faire très attention parce que lorsqu'on va leur laisser le temps d'annoncer justement des statuts sur cette affaire-là, il faudrait que chacun fasse très attention. Et je voudrais indiquer que Alassane Dramane Ouattara, sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire il commence à vertement dénoncer les bandits internationaux. Mais écoutez, quand Dieu veut perdre quelqu'un, il le rend fou. Alassane Dramane Ouattara est fou désormais parce que je crois qu'il est devenu amnésique. Et il ne se rappelle plus exactement de ce qu'il a fait pendant 20 ans. Et par extension, justement, 40 ans en Afrique à partir du Fonds monétaire international. Il ne se rappelle plus de rien. C'était ses amis. Désormais, ce sont eux les diables, parce que les amis ont décidé de le mettre de côté. Eh bien, c'est une histoire qui se passe entre la femme et l'époux dans la maison. Le peuple africain n'a rien à voir. Donc, c'est terminé. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, le peuple ivoirien est en attente, puisque vous avez cité le nombre de morts qu'il y a déjà. C'est un peuple debout, c'est un peuple politiquement averti, qui ne va pas laisser le Conseil constitutionnel faire n'importe quoi. Parce qu'il ne s'agit pas d'imaginer un seul instant que Mamadou Koné ou bien Ouattara sont les propriétaires de la Côte d'Ivoire. On a déjà dit suffisamment que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et que la seule chose à faire là-bas, c'est l'annulation de cette bêtise-là dans quelques jours. Et sinon, on s'amuse à aller valider ça. Vous allez vous-même voir. Je vous ai dit que la mort plane sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Patrice Apar. Je vais poser une question d'ailleurs que nous pose Bernard depuis le Togo. Il pose cette question à vous. Pourquoi les enseignants-chercheurs continuent d'inculquer les cultures occidentales aux apprenants et surtout en Afrique francophone? Non, je vous ai dit une fois que l'Afrique souffre d'un problème. Oui. C'est que, en fait, ce que nous appelons intellectuels chez nous ne sont que les relais, ne sont que les micro-amplificateurs de la voix. Vous êtes comme Marissimo, ce sont les intellectuels? Non, je n'aime pas. Je n'irai pas jusqu'à utiliser ces mots-là. Mais ce que je dis, c'est que ce que nous appelons intellectuels chez nous, très souvent, ce ne sont pas des personnes qui ont questionné la profondeur de la connaissance eux-mêmes, en réalité avec, n'est-ce pas, nos propres, n'est-ce pas, en accord avec nos propres réalités à nous. Ce sont des personnes qui, par la force, n'est-ce pas, d'une intelligence, de l'intellect, ont réussi à, je vais dire, à emmagasiner des théories scolastiques. Et puis, qu'ils récitent à longueur de journée et ils pensent qu'ils sont des intellectuels. C'est pour ça que je les appelle les dépotoirs de la pensée résiduelle des autres. Ce n'est pas des gens qui ont réussi véritablement à poser les jalons. Il y en avait chez nous. Il y en a eu chez nous. On en a eu, comme les Cheikh Anta Diop. Tu vois, vous voyez, c'est des gens qui ont réussi à poser les jalons d'une véritable connaissance africaine. Mais les autres, même parmi eux, j'avais adoré une fois la réplique, n'est-ce pas, de Jerry Lawrence lorsqu'on lui posait la question de savoir est-ce que vous comptez sur les intellectuels. Il disait, le mot est fort. Intellectuel, je n'en ai pas beaucoup par ici. Mais des académiciens, j'en ai plein au Ghana. Et il y a plein d'académiciens, n'est-ce pas? Faites la différence entre les deux sémantiques et vous verrez, comme je disais, ceux qui ont réussi, n'est-ce pas, par la force de l'intellect, à emmagasiner beaucoup de théories qu'ils récitent, dont ils nous bassinent les oreilles, et ceux qui ont sont véritablement allés à la quête du savoir, ils ne sont pas nombreux. Albert Anatola, ici, une autre question justement de Bernard depuis le 228. On parle bien sûr du Togo. Que doit faire l'opposition maintenant que le vin est tiré? Écoutez, l'opposition est en train de faire ce qu'elle devait faire. Oui. C'est-à-dire être contre cette forfaiture. Mais permettez-moi d'abord de réagir par rapport au message d'un téléspectateur de, oui, je crois, de PK21. Nous ne sommes pas dans l'autocensure.
nous avons l'habitude justement de poser les problématiques du processus électoral camerounais sur les plateaux de télévision. Donc il ne faut pas qu'ils croient. On l'a déjà fait sur ce plateau. Voilà, donc on le fait régulièrement. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire qu'il va penser qu'on en parle. Ils n'étaient pas présents. Voilà, bon, maintenant. Ils étaient peut-être absents. Maintenant, tout à l'heure j'ai répondu avant que le téléspectateur pose la question, à savoir maintenant est-ce que prévoit la loi électorale ivoirienne lorsque le taux de participation n'est pas acceptable? J'en sais rien, je ne connais pas la loi électorale ivoirienne, mais logiquement, ça devrait être un critère d'annulation de cette élection. Du moment où il se pose, comme je l'ai indiqué, le problème de légitimité. Maintenant, que doit faire l'opposition ivoirienne? Eh bien, l'opposition ivoirienne est en train de faire ce qu'elle veut faire, mais sauf que même les leaders de cette opposition sont francophiles. Il ne faut pas que le peuple ivoirien l'oublie, hein, mais il faut quand même contextualiser la situation, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus électoral qui est contesté, qui est contestable et qui doit être contesté. Donc, de ce point de vue, nous les encourageons justement à ne pas accepter la validation de la forfaiture, de l'imposture. Mais sauf que il ne faudrait pas qu'on change, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'on change, n'est-ce pas, les acteurs, mais qu'on garde le même scénario parce qu'il s'agit d'un problème systémique avec les accords de coopération que nous connaissons. Merci beaucoup Albert Anatola ici d'avoir été là ce matin. Messieurs, le temps nous est imparti. C'est terminé. Allons-y rapidement. Oui, je parlais de la légitimité. Oui. Et il n'y a pas de débat sur le plan principiel. La légalité tire sa légitimité ou alors je veux dire son bien fondé dans la légitimité. Donc il est hors de question d'imaginer un Célestin qu'on parlait hier à 10% de taux de participation et qu'on légitime la forfaiture. Donc il n'y a même pas à débattre là-dessus. Donc il faut annuler simplement et purement. Donc 25 millions d'habitants, on va dire. 25 millions d'habitants et 350 000 électeurs, c'est beaucoup quand même. Allez savoir justement ce qui se passe. Merci à Anatola ici d'avoir été là ce matin pour cette première édition de DBS Matin. Edmond Kiat, merci également, malgré la pluie d'avoir été là ce matin. Et sans oublier bien sûr Patrick Sapa qui a justement bravé pas mal de choses. Il sortait d'une consabot pour être là ce matin. Ouais. Merci également d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique, à la direction générale. Merci à vous également qui nous suivez tous les matins entre 7h et 9h, heure d'Afrique centrale, pour cette édition. Vous qui êtes du côté de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Vous tous qui nous regardez du côté du Cameroun. Je tiens également à dire bonjour au fan club qui s'est créé vendredi dernier du côté de Niala. Je tiens à dire bonjour à Andrews, il faut le dire, à Papa Massomle qui est de ce côté-là également, à Sylvain, à Tango et sans oublier à Hervé Emmanuel Yetna de ce côté-là également. Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, la ruse des gouvernants est vieille comme le monde. La ruse des gouvernés est bien plus jeune encore. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu, au revoir.